Nous sommes venus à Soa, vous l'aurez compris maintenant, sur les traces de l'un des enseignants émérites des universités camerounaises, l'un des plus emblématiques, le professeur Jean-Emmanuel Pondy, qui est un internationaliste bien connu, mais dont l'histoire n'est pas toujours celle que vous connaissez. Alors, il a accepté d'être notre invité de la rubrique Success Story pour nous raconter sa fabuleuse histoire à travers ses nombreuses publications, mais également son esprit panafricaniste et son engagement pour le développement de l'Afrique. Le professeur Jean-Emmanuel Pondy se raconte dans notre rubrique Success Story. Je vous invite à suivre très attentivement l'entretien qu'il nous accorde dans cette édition. Je suis Jean-Emmanuel Pondy, je suis né en Konsamba. J'ai grandi par la suite à Yaoundé, où je suis arrivé à l'âge de 9 mois, jusqu'à peu près l'âge de 14 ans, quand je suis parti. L'école du centre administratif, qui est toujours là aujourd'hui, a été là où j'ai fait mes études primaires. En réalité, l'école primaire était plutôt une école française à l'époque, parce que 98% des enseignants étaient des coopérants français. Je dirais également que 90% ou 75% des élèves n'étaient pas des Camerounais non plus. Donc c'était davantage une école française. Et ce qui était un peu gênant, c'est qu'on apprenait des choses pas d'ici, quoi. La géographie, pas du Cameroun, l'histoire non plus. Ensuite, secondaire au lycée Leclerc. Bon, c'était un lycée qui avait une particularité, qui n'existe plus aujourd'hui, c'était l'internat. Et l'internat du lycée Leclerc, c'était vraiment les 10 régions du Cameroun qui s'y retrouvaient. Mon père avait décidé que nous devions aller à l'internat, bien que notre maison se trouvait à Yaoundé. Nous avait-il dit, pour bien connaître le Cameroun et non pas croire que la résidence là dans laquelle nous vivons, c'est ça le Cameroun. Et je dois dire que nous lui en savons gré jusqu'aujourd'hui. J'ai fait ensuite une série B, donc qui est économie sociale. Pour réussir dans la vie, il faut avoir une multi-expertise. Ceux qui sont focalisés sur une chose, qui savent très bien faire, s'en sortent difficilement parce qu'une fois que le domaine de leur expertise n'est plus à leur disposition, ils sont perdus dans la vie. Et c'est la raison pour laquelle il faut développer, c'est un conseil, une pluralité de connaissances. Et c'est ça qui vous rend intéressant. Alors après le lycée Leclerc, mes parents sont envoyés comme diplomates à l'étranger, et donc je dois partir avec eux. Mais on commence par le Zaïre de l'époque, et après, je vais en France. Alors, en France, c'est là que je fais la série AB, seconde, qui donne sur la première B et la terminale B. Alors, les choses se passent très bien, puisque je ferai mon bac en 1977. Je voudrais faire à la fois sciences économiques et sciences politiques. Et je demande où en France je peux le faire. On me dit, vous pouvez aller à l'IEP de Lyon ou de Paris, l'Institut d'études politiques. Vous faites d'abord un cursus en sciences politiques et puis après un cursus en sciences économiques ou vice-versa, selon votre choix, mais vous ne pouvez pas faire les deux à la fois. J'ai dit que moi ça ne m'intéressait pas, je tenais à faire les deux. Bon, je suis allé aux États-Unis où j'ai demandé si c'était possible de le faire. On me dit, vous pouvez faire tous les cursus que vous voulez. Deux spécialités, 3 spécialités, comme vous voulez. Donc c'est ainsi que je suis allé donc à l'Université d'État de New York, où j'ai fait un cursus en sciences politiques et sciences économiques au niveau de la licence. Et après ma licence, je suis revenu en Angleterre, à l'Université de Cambridge. Là-bas, j'ai fait ce qu'on appelle un MPhil, qui est un DEA en relations internationales. Quand j'ai terminé là-bas, je suis revenu aux États-Unis, à l'Université d'État de Pennsylvanie, pour faire cette fois-là un cursus de PhD.
Donc tout ça, mon idée c'était toujours de faire des relations internationales en dernière analyse. Et c'est ce que j'ai fait. Il ne faut pas simplement faire des choses de manière approximative. Et c'est ce qu'on peut reprocher à beaucoup de jeunes. C'est de faire de l'à peu près dont ils se satisfassent. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, si c'est à peu près cela, bon, si celui qui corrige est à peu près satisfait, c'est bon. Eh bien non. Parce que dans la vie, quand on va choisir les gens, on ne prendra jamais ceux qui font de l'à peu près. On prendra toujours ceux dont on est sûr qu'ils font le kilomètre en plus, qu'on a dit en anglais, the extra mile. C'est ceux-là qu'on va choisir. Jamais mes parents ne m'ont imposé de faire telle ou telle étude, telle filière ou telle autre. Jamais. Tout ce qu'ils voulaient et tout ce qu'ils souhaitaient, c'est que je fasse bien ce que j'ai décidé de faire. Quand je finis mes études en PhD, je suis déjà pris à l'école d'études internationales de l'université de Johns Hopkins. Ça s'appelle l'école des études internationales avancées. C'est l'école de diplomatie. Et là-bas, je fais ce qu'on appelle le postdoc. Et au moment où j'envoie ma demande pour être recruté à l'IRIC, parce que c'est ce que je voudrais faire, la personne avec qui je fais mon postdoc, le professeur William Zartman, qui a beaucoup écrit, c'est celui qui a fait la théorie des États faillis, il me demande si vraiment j'ai bien réfléchi. Est-ce que je souhaite réellement rentrer au Cameroun? Je lui ai dit oui. Il me demande pourquoi. Et c'est très important. Je lui dis, professeur, mon utilité au Cameroun est davantage avérée que mon utilité aux États-Unis. L'apport que je peux faire dans la société camerounaise et pour l'Afrique est bien plus important que ce que je peux faire ici, où il y a déjà des milliers de spécialistes dans mon domaine. Nous sommes exactement en 1985, parce que je soutiens ma thèse de doctorat en décembre 1985. Il est vraiment étonné, et il me dit, bon, il faudra réfléchir avant de prendre une décision finale. Je lui dis, d'accord, pour vous faire plaisir, mais moi j'ai déjà réfléchi. Et donc j'envoie mon dossier, il y a le conseil d'administration de l'université de Yaoundé, de l'époque, qui reçoit la demande et qui l'agrée. Je lui donne donc l'information que je partirai l'année prochaine, puisque j'ai été recruté comme assistant à l'Institut des relations internationales du Cameroun. J'avoue que il me parle des aspects financiers. Je lui ai dit que justement, pour moi, ce n'est pas ça le plus important. Je suis parti des États-Unis en promettant au professeur Zartman. Je lui ai dit que je ferais ma carrière au Cameroun avec la même méthode, avec la même rigueur, avec la même ténacité que si j'étais resté aux États-Unis. Et il m'a dit, bon, je sais que je peux vous faire confiance. Et je suis parti. Donc j'arrive à l'IRIC, j'ai exactement 27 ans. Je fais le parcours sur le plan universitaire, qui est le parcours vraiment sans problème. Assistant, 2 ans après, chargé de cours, 6 ans après, maître de conférence, 4 ans après, professeur titulaire. Donc à 45 ans, je suis professeur titulaire. Dès que j'arrive, la toute première conférence que je donne, c'est en avril 1986. Ça s'appelle l'OUA du panafricanisme politique au panafricanisme économique. Je me rappelle très bien. J'ai été d'abord chef de service de la coopération nationale et internationale à l'ancienne université de Yaoundé. Donc ça c'est en 92, hein. Et ensuite en 93, j'ai été nommé secrétaire général de l'IRIC, de l'Institut des relations internationales du Cameroun. En 1999, j'ai été nommé directeur de l'IRIC. 1999 jusqu'en 2005, après secrétaire général de l'université de Yaoundé 2, ensuite secrétaire général de l'université de Yaoundé 1, où je me trouve actuellement. Bon, pour ce qui est des conférences, franchement, c'est pas moins de 600 conférences données jusqu'à présent. J'ai 75 articles
Mais ce sont des articles de revues spécialisées, pas les articles qu'on publie dans les journaux. Bon, ça, on ne peut pas vraiment compter parce qu'il y en a énormément. Sur le plan des ouvrages, j'ai 21 ouvrages maintenant. Bon, ça part surtout dans un domaine bien précis, qui est les relations internationales africaines. Parce que ma spécialité, comme dans chaque domaine scientifique, on ne peut pas tout faire à la fois. La science politique est subdivisée en 5 grandes rubriques, si vous voulez. En tout cas aux États-Unis. Vous avez la politique nationale. Vous avez ce qu'on appelle la philosophie politique. Il y a des expertises là-dessus. Vous avez ensuite ce qu'on appelle la politique quantitative. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle la politique comparée. Et enfin, vous avez naturellement les relations internationales. Et moi, ma spécialisation, c'est les relations internationales. Mais à l'intérieur, c'est les relations internationales africaines. C'est-à-dire tout ce qui a trait aux relations entre l'Afrique et le monde, d'une part, et le monde et l'Afrique, d'autre part. Et donc, c'est dans ce domaine que j'ai surtout publié. Et l'OUA a été mon point de focalisation, qui est devenu aujourd'hui l'Union africaine. L'une des particularités d'un enseignant d'université, c'est qu'il ne doit pas être un répétiteur de choses que les autres ont dites ou écrites ou pensées. La transmission du savoir est une chose extrêmement importante. Mais la production de la connaissance, être à la lisière de sa science, c'est ce qu'on attend des professeurs d'université. Ce n'est pas simplement de répéter un cours ou de le transmettre, ce qui implique donc que vous devez être aux avant-postes de votre domaine de connaissance. Et moi, ce qui m'a surtout impressionné, c'est de constater qu'il y a un paradoxe en Afrique. L'Afrique est le continent, matériellement parlant, le plus riche du monde. Des 5 continents de la planète, aucun n'a ou ne renferme la richesse de l'Afrique, dans tous les domaines, y compris la ressource humaine, où nous avons plus de 500 millions d'Africains aujourd'hui qui ont moins de 18 ans. C'est-à-dire que le futur, en termes humains, est africain. Ma question, qui a toujours gouverné ma recherche, c'est celle de savoir comment expliquer qu'un continent aussi riche, aussi pourvu, aussi doté de tout ce qu'il a, tout ce dont on a besoin pour être heureux, renferme la population du monde la plus pauvre et la plus misérable, soi-disant. Et donc, c'est ce paradoxe qui a toujours entraîné, disons, l'enthousiasme de mes recherches. Je voudrais dire aux jeunes qu'il faut considérer toute difficulté comme une occasion de les transformer en opportunité. Il ne sert à rien de se lamenter, de s'apitoyer sur soi-même, d'invoquer toutes sortes d'excuses pour ne pas agir. Toute difficulté doit être transformée en opportunité. Donc j'ai, comme tout le monde, bien sûr, connu quelques difficultés, pas peut-être insurmontables, mais bien sûr. La première étant qu'on vous fait tout de suite le procès de votre appartenance sociale. Tout ce que vous avez fait, ce n'est pas vous-même, c'est toujours parce que c'est votre père qui a ouvert les portes, qui a fait ceci, qui s'est même assis pour faire vos diplômes. Mais je peux vous assurer, vraiment, que pour entrer à Oxford ou à Cambridge, pour entrer à la London School of Economics, personne ne vient regarder qui est votre père ou qui est votre mère. Personne. L'un de mes soucis, c'est vraiment la jeunesse camerounaise, la jeunesse africaine. Parce que pour moi, on ne peut pas changer le monde si on n'a pas confiance en soi, si on n'est pas fier de qui on est, si on ignore tout de qui on est. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui ne savent rien du Cameroun, rien de l'Afrique. Pour moi, la plus grande catastrophe, ce n'est pas nécessairement le sida, qui est une maladie sérieuse. Ce n'est pas la tuberculose, dont il faut réellement se préoccuper. Ce n'est pas le paludisme, qui tue des millions d'Africains par an. La plus grande maladie pour moi s'appelle l'ignorance.
Quand vous êtes ignorant, vous multipliez par 10, par 20 l'impact de toutes les autres maladies que je viens de citer, mais surtout, vous devenez la proie des autres et vous devenez l'objet des autres. Et on vous présente des programmes dits de développement qui, en réalité, ne peuvent pas mener à votre développement. Il n'y a pas de mieux-être en dehors de celui que vous-même vous fabriquez pour vous. Et je crois que c'est un message qui doit être un message fort. Personne ne viendra sortir le Cameroun d'un certain marasme pour l'emmener vers les cimes. Personne, en dehors des Camerounais eux-mêmes. Personne ne fera de l'Afrique une puissance qui compte dans le monde en dehors des Africains eux-mêmes. Et donc, il faut que nous travaillions cela. Ça ne tombe pas du ciel. Mais pour ça, il faut d'abord être fier de qui on est. Et notre travail consiste à donner cette substance aux Africains, à leur révéler leur génie à eux-mêmes, et à faire en sorte que quand ils vont à l'étranger, qu'ils n'y aillent pas en rasant les murs, parce que leur civilisation, entre guillemets, serait une civilisation inférieure. Non! Le berceau de l'humanité ne peut pas être à la marge des choses. C'est pour ça que des concepts tels que la marginalisation de l'Afrique, c'est de l'escroquerie, pure et simple. Personne ne peut être en marge de lui-même. Sur le plan physique, sur le plan philosophique, c'est impossible. Nous sommes au cœur de nous-mêmes. Et nous devons donc nous situer nous-mêmes au cœur de notre propre civilisation. Et c'est justement parce que nous avons tendance à nous minorer que nous sommes mal à l'aise avec nous-mêmes. Et par conséquent, je crois que nous, en tant qu'universitaires, nous ne faisons pas toujours notre travail. Quand je dis nous, moi-même inclus, certainement, je ne suis pas en train de pointer du doigt les autres. Je ne crois pas beaucoup à ça. Je pense que si les choses doivent changer, il faut d'abord s'auto-changer soi-même avant de demander aux autres de changer. Pour moi, la meilleure récompense que je puisse reconnaître, c'est le fait d'avoir formé plus d'une vingtaine de promotions, de générations de jeunes. Et pas seulement au Cameroun, croyez-moi. J'enseigne un peu partout. J'enseigne partout en Afrique, j'enseigne partout en Europe. Depuis que l'Académie diplomatique de Vienne a été créée, il y a 350 ans, il n'y a jamais eu de professeur africain là-bas. Donc je suis fier d'avoir pu casser ce tabou. J'ai 2 cours, un qui s'appelle Relations internationales africaines et l'autre, Résolution des conflits en Afrique. Je suis officier de l'Ordre national de la valeur, c'est vrai, et c'est pourquoi je suis content. Et je pense que chacun doit s'efforcer à rendre à son pays ce que son pays lui a donné. Déjà la nationalité et surtout, je dirais, le patrimoine. La jeunesse est un état de transition, qu'ils ne s'y perdent pas. C'est-à-dire que les jeunes d'aujourd'hui sont, s'ils ont de la chance, les vieux de demain, tout comme les vieux d'aujourd'hui étaient les jeunes d'hier. Il ne faut pas être conformiste, dans le sens où on vous dit, vous ne pouvez pas faire ceci, vous ne pouvez pas faire cela. Tous les livres que j'ai écrits, c'est d'abord à destination de la jeunesse. On ne va pas à l'école pour être des robots et des magnétophones. Aujourd'hui, l'Afrique n'a pas besoin de robots et de magnétophones qui répètent bêtement des choses qu'ils ne comprennent pas et qui ne nous servent à rien. Et il faut justement avoir une conviction de faire. Et cela se résume dans la maîtrise de son domaine. Professeur Jean-Emmanuel Pondy, merci encore au nom de l'équipe de production de Carrière d'avoir accepté de nous recevoir et retracer ce parcours très édifiant et impressionnant qui est le vôtre. Oui. Précisément à l'attention des diplomates, vous qui en avez formé beaucoup en 30 ans, hein, qu'est-ce que vous leur donnerez comme conseil professionnel? Je voudrais dire que la diplomatie aujourd'hui a changé de caractère. La diplomatie culturelle est très importante parce que c'est elle qui apporte en réalité le commerce et qui apporte également le positionnement d'un pays ou d'un continent dans le monde. Nous avons une diversité culturelle qui peut nous servir de conquête au reste du monde.
Et je voudrais aussi dire qu'il faut que l'Afrique ait une politique de puissance. Il ne faut pas qu'on continue à avoir honte de vouloir monter une puissance qui fait en sorte que l'Afrique soit respectée dans le monde entier. Enseignant d'université, nous savons qu'à Yaoundé 1 notamment, vous avez commis un ouvrage qui a permis de montrer que vous êtes soucieux de l'encadrement qu'on peut donner aux jeunes Camerounais. Qu'est-ce que vous souhaitez faire passer comme message encore aujourd'hui, à la fois à l'endroit de ceux qui doivent encadrer et de ceux qui sont des élèves, puisque certains ont dit à cette époque-là que les élèves ont leur part de responsabilité. En termes de rapport de force, on ne peut pas mettre l'étudiant au même niveau que l'enseignant. Ils n'ont pas le même rapport de force au sein de l'institution universitaire. Il ne faut pas que nous mélangeons les choses. Il y a peut-être des étudiantes qui sont consentantes, c'est possible, mais quand on les contraint à faire des choses qu'elles ne veulent pas faire, ce n'est pas acceptable. La compétitivité internationale de nos universités est basée sur un certain nombre de critères mondiaux. Donc ce que je fais, c'est plutôt attirer l'attention des uns et des autres pour que nos standards soient des standards universels, où on peut faire ensuite un échange d'étudiants, échange d'enseignants, etc., pour une plus grande, je dirais, représentativité de notre savoir et savoir-faire. C'est tout. Et vous dites donc par là, professeur Jean-Emmanuel Pondy, vous voulez certainement exprimer quelque chose de précis, c'est que chez vous, les valeurs morales, l'éthique, la déontologie, tout cela ne doit pas changer, on doit rester sur les canons. Ça ne doit pas faire l'objet de compromissions. Je pense qu'on n'est pas à moitié honnête et à moitié malhonnête. Non. Je pense que si on choisit un métier comme le nôtre, il faut savoir que c'est l'équivalent d'un sacerdoce. Et dans le sacerdoce, il y a malheureusement des aspects qui sont des aspects contraignants. Mais il faut les accepter. Et je pense qu'on ne vient pas à l'enseignement, par exemple, pour s'enrichir. Mais on vient pour s'enrichir de la richesse humaine, de ce qu'on lègue. Parce que dans 50 ans, peut-être ce que nous écrivons aujourd'hui peut ne pas intéresser nos contemporains. Mais ça va peut-être résoudre des problèmes de la société qu'il y aura dans 50 ans. Vous ne serez plus là. Mais la puissance de la pensée, la puissance du cerveau, la puissance du raisonnement fera en sorte que cet ensemble de solutions proposées aujourd'hui fera peut-être florès à ce moment-là. Donc je crois que c'est important de comprendre qu'on transcende le temps, on transcende les périodes et on laisse des choses qui devraient aider nos contemporains plus tard. Parmi les choses que vous laissez, vous précisément, il y a tous ces ouvrages et vous êtes un intellectuel qui, au-delà du discours, est dans la pratique. Vous avez démontré votre engagement panafricain récemment en faisant d'abord un ouvrage dédié à Thomas Sankara, mais également en faisant venir ici son épouse. Qu'est-ce que vous vouliez démontrer et quels sont les retours que vous avez aujourd'hui? D'abord, l'honneur qu'elle m'a fait de préfacer le seul livre qui a été écrit sur son mari, parce qu'il y en a beaucoup d'autres qu'elle n'a pas préfacé, certainement qu'on lui a demandé de le faire. Donc le fait qu'elle ait accepté de le faire, pour moi, est déjà un très grand honneur, et je le perçois comme tel. Maintenant, les engagements, ce n'est pas simplement des discours. Les engagements, c'est des actes qu'on pose. Il faut que les jeunes aient des convictions et dédient leur vie à quelque chose de valable. Parce que c'est comme ça, avec l'ensemble de ces convictions, qu'on arrive à transformer le monde. Professeur Jean-Emmanuel Pondy, merci d'avoir pris de votre temps pour retracer, pour notre intérêt à nous, sur les téléspectateurs, votre parcours et partager avec nous toutes ces leçons. Un souhait pour le Cameroun et pour l'Afrique. Que nous restions toujours unis et que nous soyons fiers de qui nous sommes pour apporter notre part à la construction du monde. Je vous remercie, professeur Jean-Emmanuel Pondy. C'est moi qui vous remercie.